ce pour volet sommaire de cette édition. L'imam Mahmoud Dicko élu personnalité de l'année 2020 par le Forum Libre. Les détails dans un instant. Écho des entrepreneurs, un espace d'échange et de partage entre les jeunes entrepreneurs et les professionnels. Nous y reviendrons plus en détail au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous le disais en titre, le Centre international de conférence de Bamako a servi de cadre à la grande cérémonie de désignation de la personnalité de l'année 2020 dans notre pays par le Forum Libre. Ainsi, c'est l'imam Mahmoud Dicko qui a été choisi pour cette année. Notre équipe de reportage, Kadiatou Guindo et Djagardia Dambélé, était sur place. Voici leur compte rendu. Cette cérémonie de remise du trophée à l'imam Mahmoud Dicko, personnalité de l'année 2020, a été organisée par le Forum Libre, dont son président Pierre Poudjougou a expliqué devant les amis, familles et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko pourquoi le choix s'est porté sur lui. De l'imam Mahmoud Dicko, sinon que c'est un personnage hors pair, soucieux du devenir et de l'avenir de ses concitoyens. Il n'y a pas de superlatif pour qualifier cet imam. Il est courtois, éclairé, loyal, intègre, engagé et patriote. C'est un homme exceptionnel, un véritable innovateur, un précurseur, un visionnaire car il est en avance sur son temps. Jamais dans son existence, il n'a douté de ses capacités intellectuelles et religieuses. Bien sûr que ses détracteurs diront qu'il a forcé pour arriver à ses fins. Il n'a pas besoin de béquilles pour gravir. L'homme a foi en ce qu'il fait et en ce qu'il dit. La pureté de son cœur lui a valu une récompense à hauteur de souhait. Voilà depuis plusieurs années que nous avons suivi l'homme pour calquer toutes ses actions pour le Mali. D'abord, et il s'est fait élire secrétaire général du Haut Conseil islamique pendant 11 ans, avant de devenir le secrétaire de cette même institution 10 ans. Il a fait trembler à plusieurs reprises les politiciens véreux. Ce sont là quelques mérites de l'homme qui se positionne comme bréviaire pour la nouvelle génération. Un rassembleur à tout égard, un homme de cœur, un homme qui partage tout avec tout le monde sans haine ni démagogie. C'est pourquoi il s'est hissé à chaque fois, s'est propulsé chaque fois jusqu'au plus haut sommet. Le peuple malien n'oubliera jamais tous ses hauts faits. Un vrai philanthrope au service du peuple. À travers ses actions de haute portée, nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que l'homme qui vient d'être élu personnalité de l'année 2020 du Mali l'a bel et bien mérité. Ce rapport de tendresse qui n'est donné qu'à ceux qui ont un cœur pur et limpide. Ce rapport de tendresse qui ne se reflète qu'à la hauteur d'un comportement de conscience, de confiance, de croyance et de l'honnêteté requise dans l'essence même de l'homme. L'imam Mahmoud Dicko est comme un livre. La plupart des gens ne voient que sa couverture. Au mieux, ils lisent son résumé ou bien
il se fie à critiquer qu'en font les autres. Mais ce qui est certain, c'est que peu d'entre eux connaissent vraiment l'histoire de Mamoud Dicko. À la recherche de l'homme de l'année, le Forum Libre a organisé un sondage pour le choix. Sur 27 005 personnes interrogées, toutes les couches socio-professionnelles confondues, l'imam Dicko a recueilli 26 771 voix, soit un total de 88. L'imam Mamoud Dicko est alors retenu comme l'homme de l'année, la personnalité la plus vue au Mali, en Afrique et même dans le monde. Fort d'une solide expérience, il est vu par les observateurs nationaux et internationaux comme un homme providentiel et potentiel à gérer un jour le leadership dans la gestion des affaires publiques au Mali et ailleurs. Un homme intègre et patriote doit réaliser toujours quelque chose dans son pays, a-t-il dit. Mamoud Dicko a cru et il l'a fait. Mamoud Dicko est un symbole national. Une icône représentant le triomphe de l'esprit humain. Il est devenu comme un symbole de patriotisme, de l'intégrité et du courage. C'est un grand homme, une légende vivante parmi d'innombrables autres noms. Il a marqué une vie normale, passé avec sa famille et ses amis, et de poursuivre une carrière de son choix, c'est-à-dire l'imam. À se battre pour la cause qu'il représente inébranlablement. Il était le pionnier de la lutte pour l'instauration de nos valeurs, comme il aimait dire, sociétales. Il incarne également l'amabilité et l'altruisme envers tous. Albert Einstein disait, pour changer le monde, il faut changer la société. Pour changer la société, il faut changer les hommes. Mais pour changer les hommes, il faut leur donner envie de... Il faut compléter? Changer, voilà. Quand est-ce que les Maliens auront-ils envie de changer? Et donc notre leader, pour que les Maliens changent, le destin s'accomplira quel que soit le moment. Merci grand imam, merci grand guide pour cette leçon de fidélité, de loyauté, d'intégrité, d'engagement, de patriotisme, de la bonne gouvernance, de courage, de paix et surtout de la démocratie directe. Avec vous, le monde a appris à la vraie définition de la démocratie, à savoir pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vous êtes désormais nommé le grand leader du monde. Avec vous, aucun peuple ne laissera ses droits gangrénés par des dirigeants qui ne peuvent même pas décoder les messages de leur peuple. Des dirigeants qui ne pensent qu'à leur seule personne. Désormais, la vie sur Terre a pris forme et que nous avons compris que la division a pour résultat ce que nous vivons tous aujourd'hui à travers le monde. Merci, grand imam, pour cette leçon patriotique. Alhamdulillah. Dieu merci. Vive le Mali. Vive la paix dans une démocratie directe, seule voie de sortie
pour les Africains. Plusieurs personnalités sociopolitiques ont pris part à cette cérémonie et certains ont mis l'occasion à profit pour faire des témoignages après cette distinction. C'est une désignation méritée. C'est une désignation méritée en ce sens qu'il faut reconnaître que les cheikhs, notre imam, le très éclairé imam Mahmoud Dicko, au-delà des attributs, des titres qu'on lui donne de sage, d'éclairé, moi je crois même qu'aujourd'hui il est devenu ce qu'on peut appeler le recours du peuple malien. Tout simplement parce que l'homme a été constant. Il a été constant par sa vision. Il a été constant dans sa approche, dans sa façon de gérer les relations humaines, les relations sociales avec les hommes, avec les entités, avec les institutions et même avec les États. Et il a été également constant dans sa façon d'appréhender les problèmes qui minent notre société, dans toute sa diversité, et en apportant également en toute modestie des approches et des solutions qu'il a toujours engagées avec beaucoup d'humilité et de modestie. Il a été constant également dans sa façon d'être l'homme de non-violence, qu'il faut croire en nous et se battre, parce qu'il le dit toujours, nous sommes un peuple debout, nous sommes un peuple jamais résigné, non soumis, et que nous pouvons arriver à nos fins sans détruire, sans casser, sans créer la désolation. Je crois que cette constance et surtout la façon dont il accueille les problèmes des gens, il accueille les différentes sensibilités, a fait de lui aujourd'hui une légende vivante. Et je pense honnêtement que ce prix aujourd'hui, ce trophée, est un trophée qui constitue un couronnement, qui constitue un succès. Bon, il l'a pris, vous l'avez constaté vous-même, il l'a pris avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité. C'est aussi ça, sa nature. Parce que, vous savez, il aime lui-même dire chaque fois qu'il n'est qu'un élément de tout ça. Et que ce trophée, il est dédié à la lutte du peuple, il est dédié au peuple. C'est un trophée du M5, c'est un trophée de l'ensemble de la jeunesse, de l'ensemble des femmes, des religieux. C'est un trophée pour tout le Mali. En toute modestie, il le dit. Et surtout, il faut aussi se souvenir de ces hadiths authentiques qu'il a rappelés. C'est un message fort pour la jeunesse, pour lui dire que vous avez vu par expérience que notre lutte, quand on l'a menée, on n'y croyait pas, mais on y est arrivé quand même avec peu de violence. Tout simplement parce qu'ils ont crié à la mobilisation, ils ont crié en la lutte. Il a dit dans ce hadith que le prophète dit « Le plus fort d'entre vous n'est pas celui qui arrive à terrasser son prochain, mais le plus fort c'est celui qui arrive à maîtriser sa colère ». Ça c'est un message à l'endroit de la jeunesse malienne pour dire que quelle que soit la lutte que nous menons, nous devons la mener avec beaucoup de modération, avec beaucoup de discernement, surtout avec beaucoup de rigueur et de constance, sans jamais dire qu'il faut casser, il faut détruire ou il faut faire du tort à l'autre. C'est là extrêmement important. Donc pour finir ce chapitre, je crois que Forum Libre a fait un bon travail. Ils ont été sans complaisance et je pense qu'ils ont choisi le meilleur de l'année pour le peuple et pour l'Afrique. Vous savez, le Forum Libre a honoré l'imam Mahmoud Dicko, qui a été en tout cas choisi comme personnalité de l'année. Nous, en tant que non seulement de la famille de l'imam, nous sommes également des représentants du M5 RFP. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir de cette désignation parce que l'imam a quand même joué un rôle déterminant dans ce que nous appelons aujourd'hui le changement qui est en cours. Je porte ma voix à celle du cheikh respecté l'imam Dicko, de féliciter le peuple malien, que c'est le peuple malien en réalité qui est honoré. Mais au-delà du symbole, je pense que ce qui est important, c'est le pourquoi. Le pourquoi, parce qu'en 2020, c'est la lutte héroïque du peuple malien pour faire partir Ibeka et son régime. Et aujourd'hui, est-ce que le peuple se porte mieux? Cette question doit être posée. Nous sommes conscients des difficultés. Nous sommes aussi conscients qu'il faut aller, avancer, pour que le pays puisse se doter des institutions légitimes et crédibles à la fin de cette transition. La réussite de transition est liée à cet événement. Quand vous êtes désigné comme personnalité de l'année, les raisons que je viens d'évoquer, c'est la lutte du peuple pour faire partir le régime corrompu de Ibeka. Le Malien
et aider la transition à réussir les missions qui sont confiées à cette transition, notamment la réforme de l'État, c'est des questions sécuritaires de l'école, et aussi créer les conditions pour réformer la loi électorale pour que nous puissions arriver à des élections apaisées et crédibles. Et tout cela en 18 mois, c'est trop demandé si tous les Maliens ne s'adonnent pas, ne s'attellent pas. Et donc pour me résumer et répondre à votre question, je profite pour dire que c'est une occasion de créer les conditions d'éveil de conscience pour dire que ce prix est un prix, c'est vrai, mais ce prix interpelle. Parce qu'il y a eu des morts, des martyrs, pour une raison simple, le changement. Alors ce prix doit nous conduire au changement pour le bonheur de tous les Maliens. Je pense que c'est une distinction méritée, compte tenu du parcours de l'homme, de son engagement, de son degré de patriotisme pour le Mali. C'est tout à fait mérité. Personnellement, je ne suis pas surpris. Connaissant le parcours de l'homme, et c'est quelqu'un que je côtoie au quotidien, tout simplement pas surpris. Donc je voudrais saisir cette occasion pour remercier les gens du forum qui ont bien voulu porter ce choix sur le Imam Dicko. Voilà, et faire, comme je l'ai dit, il est comme aujourd'hui pour nous la nouvelle génération, et Amadi, comme on le dit dans la tradition Peul, parce qu'il est utile aujourd'hui que pas pour sa communauté, pas seulement pour sa commune ou son quartier, il est utile pour tout le pays et pour le monde entier. La dite cérémonie a été immortalisée par la remise des diplômes, des attestations et cadeaux à l'imam Mahmoud Dicko et d'autres hommes influents qui ont participé à la lutte héroïque pour le changement. Toujours dans le cadre de la cérémonie des remises de trophées à l'imam Mahmoud Dicko, suivons son intervention. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbe Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka barakada alay ka salli ala kira Muhammad ka sallallahu alayhi wa sallam ka nabab belajilin fu din kanenga ministre munum be yan pare munum be kanenga yan ambal make Atam Agal Hassan, ministre, ani mbalmake ni ndoke Ali Abubakar Diallo uye bonye minke kana usenjo yoron ka yoron ka bonye ka sangorota ufu ala mawma seraya anga ma bawla ka belajelen fo ka do ke belajelen Docteur Shugala Kokala Mega ani anga maba munu be ɲɔgɔn kan n'o ye président Jamil Bitar ani maa o maa nana ani maa o maa farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kɛnɛ in kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Forum Libre o ka maa minnu farala ɲɔgɔn kan ka se n ma ka nin kibaruya in dan tulo kan n y'a lamɛn n sɔnn'a ma je l'ai accepté avec beaucoup d'humilité ka sɔn a ma ka da kɔrɔ min bɛ ko in yɛrɛ la quand j'ai eu le tableau je le reçus tableau du Corolla Nyaye Mwamiake. Il s'appelait, je crois bien, si ma mémoire ne me trompe pas, Pierre Poudjougou. Ne tableau ingala. Ngoni cérémonie ne ka kanga nanina. Parce que ne be ka boli fem mingo ode ni.
jamana in ka fara ɲɔgɔn kan dans toute sa diversité. Donc nin baara in a diyara n ye, a bonyana n ma, mais ce n'est pas ma modeste personne qui a été nominée. Moi, je aime à le dire, je ne suis qu'un élément. Ni mɔgɔ kelen de ye jama cɛla. Ni bonya bɛ yen walima bonyamasegin ka kan ka kɛ, a bɛ kɛ jamanadenw de ye, le peuple malien. Nin bonyamasegin a ka kan ka kɛ maa minnu ye, c'est le M5 RFP. Dans toute sa composante, je dis bien dans toute sa composante, au cas de l'eau. J'aimerais le dire ici, le témoigner pour l'histoire. M5 RFP, Tchani Moussoumoumba Kononenou Djera, Djemin Kera, c'est empreint du respect et de l'estime réciproque. Kabnan Djera, Dongelen Dakele, Amabom Washila Kanyeshima, Kewale, Kumakan, Femi Mato Nebe Nugunyere la Maï. Au contraire, Ouyembonye, et je dois le dire ici, pour l'histoire, Ouyembonye, Koko ni Benkeraka, au lieu de réunion que nous Benaminga, ou Beouli, la délégation que Kata Sorongaso, Kata Kontrandi Kenye. C'est une marque de considération et de respect et de l'estime. Nga kan ko don, nga kan ko fo. Min kera o yode. Tout le reste o yekore. M'a fait au ka famu au ka don. Donc, kuma caman fora, ko caman kera. Diko ite kuma wa, ite fɛn fɔ wa. Non. Ne bɛ mun fɔ, n bɛ mun kɛ. Ne bɛ min ɲini Ala fɛ. O de ye jamana in den bɛɛ lajɛlen u ka kan kelen fɔ. U ka fara ɲɔgɔn kan. U ka ɲɔgɔn minɛ. U ka kɛ kelen ye. Waati min o hami bɛ na, ni maa minnu ka surun ɲɔgɔn na, ni fɔnkɔ ɲɔgɔn ka ɲa kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ. Ne ka kan ka ko in lajɛ ni hakili ni sabali ni muɲu ni kɔdɔn de ye, ne man kan ka bɔ ka kuma yan fɛ ka nin fɔ yan fɛ, o tɛ hakilima ka baara ye. Ne y'a fɔ n bɛ segin a kan, ni fɛn o fɛn n'a fɔra min bɛ n tɔɔrɔ o ye min kɛra, parce que ne ka kan ka maa minnu fara ɲɔgɔn kan n'u jɛnsɛra ne sigilen ɲɛna, a bɛ n tɔɔrɔ. Parce que ni mɔgɔ ka kan k'a yɛrɛ jalaki o la, ne de ka kan k'an yɛrɛ jalaki o la. C'est peut-être moi qui ai échoué, ce n'est pas eux. N'o tɛ ni min fɔra Diko de ma, n y'o fɔ, n bɛ segin a kan. Ni fɛn o fɛn n'a fɔra Diko de ma, o ye fɛn yafalen ye kɔrɔlen. N'a fɔra ne kɔni de ma ko n yafara. Min fɔra tuma dɔ Ala bɛ ɲɛ i ma, i ɲɛw ni kanubaw tɛ sɔn ka fɛn min f'i ye, Ala bɛ mɔgɔ bila min b'a f'i ye pour que i ka hakili sɔrɔ. Maa min b'a faamu cogo wɛrɛ la, a bɛ dimi, a bɛ funu, nka ni Ala ye faamu sugu dɔw d'i ma, min fɔra i b'a positiver, i bɛ ko in lajɛ, i ye hadamaden de ye, tu es perfectible. Je n'ai pas la prétention de penser que j'ai atteint la perfection. Je suis perfectible et critiquable.
fɛn ka fɔ o bɛɛ ye kunanja de o bɛɛ ye hɛrɛ de mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ préfère vraiment an kana don olu la c'est des détails et le diable est dans le détail. L'essentiel, le symbolique de ce trophée aujourd'hui, a ka kan ka fɛn min dira, a ka kan ka an wele ka taa fɛn min ma, o de ye jamana in, an bɛ nin jamanaba min na, n'o ye Mali ye, a bɛ lahalaya min na bi. Il y a eu trop de larmes, trop de sang versé. Ni hami ka kan ka kan na, o baara in a bɛ se ka jɔ cogo min, restaurer la nation malienne et lui rendre sa grandeur d'antan. Mali, bonye min b'a la, karama min bɛ Mali la, danbe min bɛ Mali la, ce n'est pas des slogans creux, c'est une réalité historique. Mali ye jamana ba ye, o kuma in ye tiɲɛ ye dɛ. Jamana ba don à la superficie là, mais jamana ba don par les hommes qui l'ont bâti. Cɛ minnu ye jamana in dilan, o ye jamana in tɔgɔ y'an ka cɛbaw de don, kodɔnnaw de don, cɛfarinw don, u ye diɲɛ u y'a yira diɲɛ na k'a fɔ jamana in ye jamana ba ye. Ce n'est pas notre œuvre anw. An kelen kelen bɛɛ lajɛlen b'an disi gosi k'a fɔ jamana in ye jamana ba ye, anw ka Mali ye Mali ba ye. Maa minnu y'a bonya, o mɔgɔw u janya tɛ, u bonya tɛ u farikolo la, nka bonya min b'u la, o ye u dusukun ye, u ŋaniyaw ye, u hakililaw ye, u y'o de kɛ ka jamana in bonya. Ne bɛ trophée in minɛ, n sɔnnen b'a ma. Je l'ai dit, nka ce trophée est dédié au peuple malien, au M5, RFP et aux martyrs qui sont tombés le 10, le 11, le 12. Ceux qui sont tombés devant ma porte, ceux qui sont tombés dans ma mosquée. Allah. Je prie Allah le Tout-Puissant que leur sang qui a été versé ne soit pas vain. Que la cause pour laquelle ils ont versé ce sang, qu'Allah le Tout-Puissant, le miséricordieux, entend ce cri de cœur pour le Mali. Que Dieu réconcilie nos cœurs. Qu'Allah chasse le démon de la division et de la haine de nos cœurs, pour remplir nos cœurs d'amour et d'acceptation de l'autre. Parce qu'il n'y a pas de l'autre entre nous, nous sommes tous les mêmes. L'autre, c'est celui qui vient d'ailleurs. Et personne ne vient d'ailleurs ici au Mali. Nous sommes tous les mêmes. Notre cérémonie symbolise bien cela. C'est pour cela que j'ai aimé cette cérémonie. Oui, quand ça m'a été remis, que je vis celui qui m'a donné ça, il s'appelait Pierre Poudjougou, j'ai été heureux. Si c'était Mohamed, si c'était Ahmed, si c'était Omar, j'allais penser que bon, c'est pour d'autres raisons. Mais quand j'ai vu le nom, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé, oui, j'ai aimé cette tolérance malienne, ce dépassement de soi. J'ai aimé cette culture de valoriser les hommes par ce qu'ils font. Au-delà de toutes les considérations, il y a beaucoup de messages dans ce trophée. C'est ce qui m'a fait accepter et venir partager ce moment avec vous et avec tout le monde
La Fondation Frédéric Nouman pour la liberté en partenariat avec Djokola Bamako a organisé ce vendredi dans la soirée un panel de haut niveau dénommé Écho des entrepreneurs sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mohamed Salia Touré. Cette rencontre a enregistré la présence de plusieurs jeunes entrepreneurs. Reportage. Pour entreprendre au Mali n'est pas chose aisée. C'est dans ce cadre que la Fondation Frédéric Nouman pour la liberté, en partenariat avec Djokolabs Bamako, a organisé un panel dénommé Écho des entrepreneurs. Cet espace d'échange et de partage d'expériences a vu la participation de plusieurs jeunes. Malgré les efforts consentis pour développer ce secteur, selon Madame Traoré Oumou Traoré, présidente réseau culinaire, genre et développement, également opératrice économique du tourisme culinaire et propriétaire de la vieille marmite, restaurant école. Les politiques ont cassé toute ambition chez les enfants qui souhaiteraient entreprendre. L'esprit de créativité là, le Mali regorge des talents. L'artisanat malien est très riche, mais c'est un secteur qui n'est pas exploité. Et la façon dont les politiques, les 30 dernières années-là, ont tué le pays. Ils ont cassé toute ambition chez nos enfants, nos jeunes. Et nos mamans sont les plus qui en souffrent parce que nous avons des soucis. Sur nos épaules frêles, donc on a des soucis du partenariat avec nos maris, nos époux. Donc, et les enfants là, c'est eux, la succession. Donc il faut entreprendre. La terre ne ment pas, par exemple. Nous avons la terre chez nous, nous avons le soleil chez nous, nous avons les ressources humaines qu'il faut chez nous. Donc la démographie est à notre faveur. L'Afrique, en tout cas, et l'émergence de l'Afrique, c'est cette jeunesse-là. Donc il faut que cette jeunesse croie en soi. Je ne peux qu'encourager cette jeunesse-là à travailler, à croire en eux, à se mettre en réseau par secteur. Donc, et ce réseautage-là, c'est indispensable aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, on est obligé de se donner les mains, mais pas dans le désordre. Donc, et dans ce cas, ils se battent ensemble pour un objectif défini. Donc, ils développent des idées avec lesquelles ils peuvent vraiment aller de l'avant, mais il ne faut pas qu'ils suivent de façon aveuglée les politiques par rapport à ce qu'ils peuvent leur donner tout de suite selon leurs besoins, par rapport à leur voix. Mais les élections passent, mais après, c'est les élus qui positionnent les nommés. Les nommés sont qui ? La plupart, parce que le système qui vient d'être renversé là, c'est le Mali des élus et des nommés depuis 30 ans. C'est les élus et les nommés. Mais et le secteur privé, les PMI, PME, ils en parlent. PMI, PME, donc et le pays ne peut pas se développer sans le développement des secteurs de métiers. Je ramène à mon côté les métiers de l'art culinaire. Donc la transformation agroalimentaire du champ à l'assiette, et c'est dans l'assiette. Et c'est le culinaire qui porte toutes ces étapes de la chaîne de valeur de la transformation agroalimentaire. Mais les politiques sont plus puissants avec les nommés. Donc, ils mettent l'instrumentalisation des mots. Et finalement, quand tu demandes, chaque jeune, quand tu leur demandes aujourd'hui, ils disent « Moi, je suis dans la transformation agroalimentaire. Moi, je suis dans… » Quand tu demandes les femmes entrepreneurs qui doivent aller, elles te disent « Je suis dans la transformation agroalimentaire. » C'est instrumentalisé, on ne sait même pas où est quoi. Et de cette façon, le secteur de la restauration qui est au bout de la chaîne des valeurs, cette chaîne des valeurs qui consomme et valorise tous les efforts des différentes étapes de la transformation agroalimentaire, est souffrant, est orphelin. Donc la restauration, tout le monde est devenu restaurateur, restaurant. Et de cette façon, la corruption a fait qu'il y a plus de restaurants sur clé USB que des restaurants installés en réalité. Et quand on parle de PMI, PME, et ce sont ces restaurants sur clé avec l'attitude du juge et parti imposée au peuple et aux contribuables maliens par rapport à la mauvaise gouvernance. Et là, ce sont ces mêmes entreprises sur clé USB, copie, collée, reproduit, donc qui bénéficient des renforcements des capacités et des compétences. Et nos entreprises qui sont là, PMI, PME, tous les jours on parle, mais dans la réalité, c'est pour vraiment tuer nos entreprises à petit feu. Et ensuite, les commandes publiques sont attribuées à ces entreprises-là. Ils ne peuvent pas le faire vis-à-vis. Quand il y a des grands événements, on va importer des restaurants
du Sénégal pour venir faire la restauration ici, comme s'il n'y avait pas de grands restaurants, comme il n'y avait pas de compétences, comme il n'y avait pas de capacité au Mali. Donc le Mali, en tout cas, on est dans cette négociation, nous du secteur privé. Nous, du secteur privé, on est des acteurs du secteur privé, on est des employeurs patronnes, femmes du secteur privé. Nous estimons que nous devons aussi être à nos places pour négocier, en tout cas, et notre représentativité, nos réalités dans le cadre de notre partenariat avec l'État qui vraiment est là, mais c'est nous. Et nous sommes en train de négocier, personne n'est contre personne, ce régime doit changer. Et le renversement est fait. Mais les enracinements qui sont là, il faut que tout le monde soit vigilant. On continue à partir. Les têtes sont allées, mais ça ne veut pas dire que c'est fini parce que les racines qui sont basées là continueront à essayer d'aller dans le désordre pour empêcher le Mali de partir. Le Mali, c'est qui? C'est nous tous. Mais nous devons avoir cette conscience, en tout cas, en tant que parents, pour tenir cette succession en confiance, pour les aider et pour être des lumières et en communiquant sincèrement avec eux pour leurs orientations. Donc, et c'est ce mot que je partage avec tous les cibles, avec nos partenaires techniques et financiers. Donc, ils doivent comprendre le fonctionnement et nous restons là. Donc, ils sont là parce qu'il y a l'État. L'État Mali est là et on va continuer. Nous sommes là et nous allons continuer à négocier vraiment dans les réclamations de ceux qui doivent nous revenir de droit. Contrairement à la dame, M. Alioune Ifraïn Jaya, réalisateur et opérateur culinaire malien, quant à lui, explique les difficultés qu'il a rencontrées au cours de sa carrière. J'ai été étonné d'être invité sur ce plateau parce que je pense que c'est les réussites qui sont invitées sur ce plateau. Parce que moi, je me considère comme un échec toujours. J'ai démissionné, j'ai créé Blomba, un lieu de diffusion de la culture, qui pouvait se transformer en plateau télé, en lieu de diffusion de spectacles vivants, en lieu de formation de différents corps techniques liés à la culture. J'ai construit le lieu en ayant un prêt bancaire avec la BMS, à peu près 100 millions, contre-garantie par la PEJ, et puis un autre prêt de la BDM à peu près 200 millions, plus fonds propres 300 millions, à peu près 800 millions pour construire ce lieu. Et je pense en 2 ans, c'était devenu une référence dans la sous-région. Mais le lieu, l'espace, j'ai construit sur un espace qui ne m'appartenait pas. C'est-à-dire, c'était un deal que j'avais fait avec une personne qui avait un bail avec la commune de l'époque. Ne pouvant pas mettre en valeur le lieu, on s'est mis d'accord que moi je vais mettre le lieu en valeur, je garde le commerce et je lui verse une rémunération mensuelle. On s'est mis d'accord là-dessus. Et quand on a bien avancé, que le lieu a été mis en valeur, et on a pu transformer l'espace en titre foncier, c'est là où les problèmes ont commencé. Et la personne a profité de la crise de 2012 pour pouvoir vraiment me faire sortir. Et comme il y avait un lien familial dans le jeu, je n'ai pas voulu pousser. Je ne suis pas allé en justice. J'ai démonté ce que je pouvais démonter en matière de matériel technique de la salle et j'ai remis la clé du lieu et j'ai dit je reprends à zéro et c'est ce que j'ai fait. En tout, l'autre Blomba, c'est 600 millions le prêt. Je devrais rembourser environ 1 milliard sur les 600 millions. C'est-à-dire si on 15% plus les tapes et tout, c'est énorme. Donc c'est vrai que les gens, c'est pourquoi les gens se méfient des prêts bancaires. Mais malheureusement, si on n'est pas héritier, c'est le passage obligé. Voilà, c'est le passage obligé. Et pourquoi j'ai pris le risque de construire sur un lieu qui ne m'appartient pas? Mais moi, je considérais que ce lieu m'appartenait, d'autant plus qu'il y avait une convention d'accord de l'exploitation du lieu. Bon, dans ce cas-là, moi, je ne me pose plus de questions si ce lieu m'appartient ou ne m'appartient pas. Je me suis dit, je veux atteindre un objectif. L'objectif était très clair pour moi.
Et l'utilisation de ce lieu-là faisait partie. Et la personne avec laquelle je collaborais sur l'exploitation du lieu, les termes de la collaboration étaient très clairs. À un moment donné de l'évolution du projet, je me suis permis d'inviter des ministres pour venir voir le niveau d'évolution du projet et l'objectif qu'on voudrait atteindre, en disant aussi en même temps que le temps que je rentre dans un marché sous-régional, on va commencer par une chaîne de télévision qui va être totalement dédiée à cela. Et j'avais fait venir en même temps le représentant de l'UNICEF et tout, etc., etc. Et je pense que 2 semaines plus tard, 2 semaines, pas 1 mois, pas 3 mois, pas 4 mois, 2 semaines plus tard, mon banquier a commencé à me dire bon, Lyon, nous, on n'est plus dans le projet. Est-ce que vous pouvez voir comment vous pouvez commencer à nous rembourser? Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il y a des gens quand même qui vous aiment dans le réseau malgré tout. Et puis j'ai dû me battre, connaître les informations. Et puis j'ai un ami qui me dit bon, ne te bats pas parce que il a été décidé que ce projet ne verra pas le jour. Au dire de M. Moussadek Bali, patron de la chaîne hôtelière Azalea, pour entreprendre, il faut une vision. Bamako, construit en 1952 sous la colonisation française. On a eu la chance de gagner cet appel d'offres. On a rénové l'hôtel. Ça a très bien marché. Ensuite, l'État nous a vendu ici le terrain où on a construit ce deuxième hôtel. Et puis en 2005-2004, on est allé au Burkina, 2007 en Guinée-Bissau, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on est parti d'un hôtel, 77 chambres, 60 collaborateurs, il y a 26 ans, en 1994. Et maintenant, nous avons une dizaine d'hôtels dans 6 pays. Nous employons directement environ 900 collaborateurs et indirectement environ 3000. Alors vous allez me demander, mais j'étais dans le négoce, dans une entreprise familiale, j'avais une vie tranquille, oui c'est vrai. Pourquoi prendre des risques? La première des choses qu'un entrepreneur doit avoir, c'est d'avoir une vision. C'est le point de départ. Il faut savoir ce que vous voulez faire. Et moi, dès le départ, je ne voulais plus faire du négoce parce que je sentais que je n'apportais pas beaucoup à mon pays. Ensuite, lorsque j'ai décidé d'investir dans le tourisme, ma vision a été de créer une chaîne hôtelière panafricaine parce que j'aurais pu aussi acheter l'hôtel, le rénover et signer un contrat de gestion avec une de ces grandes marques internationales que vous connaissez. J'ai décidé de ne pas faire cela. J'ai fait venir bien sûr des gestionnaires. Au début, j'ai fait venir que des expatriés parce qu'il fallait apprendre. Il ne faut jamais avoir honte d'apprendre, vous les jeunes. Il faut toujours apprendre. Il faut toujours se faire entourer des gens plus intelligents que vous. Parce que c'est comme ça que vous pouvez progresser. Donc, j'ai jamais moi-même géré les hôtels parce que je n'étais pas un hôtelier. Je suis un financier, j'ai fait des études supérieures en finance. J'essaie de faire un business plan, discuter avec un banquier. Tous les banquiers qu'Alioune a cités, je les connais, je travaille avec eux, BIDC, BOAD, le FSA Niamey, Fonds de solidarité africain, qui a d'ailleurs garanti cet hôtel-là quand on l'a construit en 1997. Le secteur privé est le moteur du développement économique, également synonyme de croissance et d'innovation. La vie, c'est un bias de priorité. Ce n'est pas le secteur privé qui réagit au secteur public. L'État réagit aux besoins du secteur privé. Le secteur privé est le moteur du développement. Il génère des capitaux pour les investissements et crée de la productivité, des emplois et des revenus. Et enfin et surtout, des impôts pour les autorités fiscales. Le secteur privé est synonyme de croissance et d'innovation. L'État
est là pour créer le cadre approprié pour cela. Il fixe les règles du jeu et doit réguler la compétition de manière équilibrée. Il garantit l'égalité sociale et les normes environnementales. Cependant, le gouvernement n'est pas là pour gêner le secteur privé avec des procédures bureaucratiques inefficaces. Il n'est pas non plus là pour remplacer le secteur privé. Il prélève des impôts, mais n'enchaîne pas les entreprises. Il doit supprimer largement les subventions et encourager la concurrence. Il s'agit d'une compréhension libérale de l'économie, de marché et du secteur privé qui peut représenter une image idéale dans le Mali et peut-être encore loin. Cependant, cette compréhension du secteur privé est un idéal important qui doit être réalisé. L'indice Doing Business de la Banque mondiale classe le Mali au rang 144 sur 190. Bien qu'il est relativement facile d'enregistrer une entreprise ici au Mali, il est beaucoup plus difficile d'obtenir de l'électricité, le courant pour l'entreprise ou un prêt commercial. À noter que l'objectif principal de ce panel sur Écho des entrepreneurs est de permettre aux jeunes de bénéficier des expériences des professionnels dans le secteur de la création d'entreprises. Ainsi prend donc fait ces journaux d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur la Liberté Télévision.